La vie ne devient pas plus facile ou plus indulgente. Nous devenons plus forts et plus résistants. C'est votre réaction à l'adversité qu'il faut vivre et La vie non n'est seulement pas les problèmes plus facile résoudre, ou qui plus détermine indulgente. comment l'histoire Nous doit devenons changer plus pour que ça forts et s'ajoute. plus résistants. Il y a deux possibilités d'être réduit par La vie est belle. La vie est belle, l'aventure continue. L'aventure continue. Bienvenue dans Histoire Kintsugi. Je suis Thibaut et je vous invite à un voyage extraordinaire là où les brisures deviennent des forces. Tout commence pour moi en 2003. J'ai 12 ans et mon père décède devant moi. Mais aujourd'hui, j'ai des phrases comme l'aventure continue ou la vie est belle tatouées sur le corps. Parce que c'est ça la vie. Il y a des hauts et des bas. Et un mercredi sur deux, je vous propose de partir à la rencontre de toutes ces personnes qui ont dû faire face aux difficultés de la vie. Elles acceptent de nous partager leur vécu pour donner un message d'espoir et inspirer ceux qui en ont besoin. En fait, ici, on parle de la vraie vie. Juste un petit rappel avant de passer à la discussion. Les récits qu'on partage ici peuvent toucher des cordes sensibles. Si jamais ça devient un petit peu trop lourd, faites une pause et parlez-en autour de vous si besoin. Si vous aimez ces discussions, je vous invite à mettre une note de 5 étoiles et à les partager autour de vous pour qu'ensemble, on donne inspiration et courage au plus grand nombre. Dans l'épisode du jour, on part à la rencontre de Jennifer. Elle nous raconte comment une mauvaise chute pendant une soirée un peu trop alcoolisée va lui apprendre qu'elle a un cancer. Elle a alors 24 ans. Elle nous raconte comment on fait pour encaisser cette annonce et comment elle a géré cette période de convalescence, pleine de surprises et d'amour, pour finalement considérer cette expérience comme une chance. Bonne écoute. Salut Jennifer. Salut Thibaut. Comment ça va ? Ça va et toi ? Très bien. Bah écoute, merci beaucoup déjà d'avoir accepté l'invitation Avec plaisir. de venir dans Histoire Kintsugi. C'est marrant parce qu'on se connaît depuis très longtemps maintenant. Arrête, tu vas nous vieillir encore plus. Ouais, c'est vrai. Mais bon, ça fait très longtemps quand même, on peut le dire. Et ça faisait un moment qu'on n'avait pas échangé ensemble. C'est vrai. Et du coup, je suis hyper content que ce projet m'ait amené à te reparler. Parce que, on le dira tout à l'heure, mais ton histoire m'a pas mal marqué. Enfin, surtout le jour où tu me l'as annoncé. Bien sûr. Voilà, pour spoiler un peu la discussion. Et voilà, donc merci beaucoup d'avoir accepté de venir. Eh ben, avec plaisir. Merci d'avoir pensé à moi. Avec grand plaisir aussi. Est-ce que tu peux te présenter du coup pour ceux qui ne te connaissent pas ? Bien sûr. Alors, je m'appelle Jennifer. J'ai 33 ans. Bientôt. Je vis en Lorraine depuis 12 ans maintenant. Je travaille dans le commerce et je vis dans une petite maison avec mon petit chéri. Enfin, voilà quoi. Sympa. Sympa. Ok. Est-ce que tu peux nous dire quel objet tu as choisi pour illustrer cet épisode ? Ça a été un gros sujet, ça. Et en fait, ça m'a fait tilt à un moment. J'ai choisi un bijou de mon père, qui est une chaîne en or avec un pendentif en forme de croix. C'est un bijou qu'il a dans mes souvenirs depuis toujours. Qui nous donnait quand on était plus petite, qui nous prêtait pour nous donner de la force, du courage, quand on avait des moments un peu bad, ou par exemple, on avait un contrôle qui nous stressait. Il nous le prêtait pour nous rassurer. Et j'avais un peu occulté ce passage-là de mon histoire. Ouais. Et en fait, en cherchant un objet, justement, comme tu m'en avais parlé, à un moment, ça m'a fait tilt. Et en fait, mon père me l'avait donné me l'avait prêté, du coup, pendant toute cette période dont on va parler. Et ça avait été un moment fort parce que je sais qu'il est ultra attaché à ce bijou et d'autant plus que mon père ne vit pas du tout en Lorraine. Ouais. Donc, il me l'avait prêté et puis quand ça a été fini, je lui ai rendu. Ah ouais, ça a vraiment symbolisé grave. Cette période. Et j'avais occulté. Alors, je le portais pas parce que c'était pas un bijou que j'avais envie de porter, mais il était sur ma table de nuit. Ah, génial. Ouais. Génial. Ouais. C'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé quand pas on du s'est tout, préparé. Mais ça m'a fait tilt. Ah ouais, ça m'a comme une petite ampoule, tu vois, en mode finesse, c'est ça. Ah, trop bien. T'as évoqué un petit peu le fait que c'est un objet qui t'a accompagné pendant une certaine période. On va en parler puisque l'idée c'est de parler un peu de cette cassure, si on peut dire ça, et après de voir comment t'as évolué. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui t'est arrivé ? Voilà, donc moi j'ai eu un lymphome de Hodgkin en stade 4. Donc en gros, c'est un cancer du sang qui touche que les globules blancs. Grosso modo, c'est à peu près ça. Là où j'ai eu de la chance, c'est que c'est un des cancers qui se guérit le mieux, surtout quand t'es jeune.
Donc voilà. Ouais, parce que tu l'as eu quand t'as su que t'avais ça, Ouais. t'avais quel âge? J'avais 24 ans. Ok. Donc 24 ans, en fait, dans le feu de l'action. Ça fait 6 mois que je suis avec mon mec. Je vis ma meilleure vie dans ma vie perso, dans mon boulot. Enfin, genre, ma meilleure vie, quoi. Mmh. Et puis à un moment, je sens que j'ai une boule qui sort à la clavicule. Mais bon, comme ça me fait pas mal, que j'ai pas d'autres... Enfin, je me dis, bon, j'ai une boule, quoi. Qu'est-ce que je te dise? C'est certainement un kyste, une boule de... J'en sais rien, enfin, c'est une boule, quoi. Mmh. Et voilà, ça... Je vis avec pendant plusieurs mois. Et puis ma sœur, qui est infirmière, un jour, je lui en parle, parce qu'elle habite dans le sud, donc je la vois et je lui montre. Et elle me dit, bon, ça n'a pas l'air grave, mais bon, c'est quand même pas normal, quoi, d'avoir une boule comme ça. Tu devrais quand même aller voir un médecin. Ouais, d'accord. Donc, autant te dire que je rentre de vacances, je ne vais pas du tout voir le médecin parce que, aller chez un médecin juste pour ça, voilà, quoi. Ouais. Et il se trouve qu'un jour, on fait une soirée avec mon mec et des potes, qu'on est, fumé, quoi, clairement. un peu alcoolisé. Un peu beaucoup alcoolisé. Et qu'on se dit, donc on est en septembre, et on dit, vas-y, on rentre à pied. Et puis moi, non, j'ai pas envie de rentrer à pied, il y a au moins 20 minutes de marche. Ouais, bref. Et donc mon mec me dit, bon, vas-y, je te porte. Mon mec fait 1m60. Je monte sur ses épaules. Je précise ça parce que du coup, je ne suis pas tombée de très haut, mais quand même. Et en fait, bonjour Manu, si t'écoutes. Donc je monte sur ses épaules, mais il était aussi fumé que moi, voire plus. Et donc, ce qui devait arriver, on s'en doute arrive. Je tombe sur la tête. Donc en soi, pas très grave, ça passe, quoi. Mais sauf que pendant 2 jours, j'ai des vertiges, quoi. Enfin, j'ai la tête qui tourne dès que je me lève, j'ai des vertiges. Voilà, je suis pas dans mes meilleures conditions. C'est le week-end, donc je dis bon vas-y, lundi j'irai chez le médecin. En plus, j'avais un certificat de sport à faire. Bon une pierre 3 coups du coup, tu vois. Bon, finalement les vertiges sont passés. Je fais mon certificat de sport et j'en profite pour lui montrer cette petite boule. Et puis là, ça part en scanner et puis tout s'est enchaîné, quoi. Hein, on m'annonce que j'ai des masses ganglionnaires partout dans le corps, que c'est quand même pas normal à mon âge, qu'il faut faire une biopsie, et puis là, l'annonce, et puis tout s'enchaîne, quoi. Ok. Comment est-ce que tu peux rentrer un petit peu dans ce que tu acceptes de nous partager un peu bien sûr. tout ça, toute cette période de je vais chez le médecin pour mon certificat médical, gros. Et puis, là, au début, on commence à me parler de lymphome, et donc moi, je suis en mode, qu'est-ce qu'elle veut, c'est quoi un lymphome, quoi? Enfin, non, mais c'est pas une maladie qui est... Quand on n'y a pas été confronté de près ou de loin, le lymphome, moi, je pense à lymphocyte, ça me rappelle vaguement nos cours de bio, tu vois. Autant te dire que je ne sais déjà plus ce que c'est à ce moment-là. Donc, du coup, je suis en mode, lymphome et tout. J'en parle un peu à ma sœur. En parallèle, tu te doutes bien que je vais sur Doctissimo, là, ou n'importe quelle appli, sur Internet, quoi. Donc là, je comprends vite, quand on me parle de chimio, que c'est quelque chose de grave. Mais je suis dans le déni, quoi. Je suis en mode non mais qu'est-ce qu'ils veulent? En plus les médecins me posent plein de questions sur les d'autres effets du lymphome, c'est des sueurs nocturnes que je n'ai pas, de la fatigue extrême alors que j'ai, mais comme une nana de 24 ans qui fait des soirées toutes les soirs et qui bosse à fond, donc pas plus que quelqu'un d'autre. Et surtout, et là j'étais un peu deg de pas avoir ça, une grosse perte de poids. Et moi, j'étais non, j'avoue que je m'entretiens, mais non, je n'ai pas eu de grosse perte de poids, quoi. Et en fait, on est là, je suis là, mais non, mais j'ai pas ça. Mais en mode, moi, je suis en mode, il se trompe, c'est pas possible. Oui. Mais de quoi vous me parlez? Genre, je ne suis pas malade. La particularité du lymphome, c'est que ça affecte particulièrement ton système immunitaire. Donc, tu es censé être souvent malade. Je ne suis pas malade. Je ne suis jamais malade. T'as aucun des symptômes qu'on te... Aucun. La seule chose que j'avais, c'est que je toussais, mais H24. Okay. Et tu vois, je prenais limite des traitements de fond. Tu vois, on me dirait peut-être une angine, peut-être ci, peut-être ça. Mais que ça ne passait pas. Et en fait, en faisant le scanner, on se rend compte qu'il y a un des lymphomes qui appuie sur les bronches. Et que du coup, que ça fait que ça irrite souvent les bronches et que je tousse beaucoup à cause de ça, quoi. Mais vraiment, je suis en mode de l'incompréhension, quoi. Puis dans le déni, quoi. Clairement... Dans le déni, il y a eu beaucoup d'examens parce qu'en plus, il fallait les refaire parce que non, mais là, le scanner, il n'est pas bien, on va le refaire. Donc, c'était en mode, non, mais quoi? Mais c'est grave, mais tu sais pas, quoi. Ouais. Et il se passe ce rendez-vous chez... donc, c'est un hématologue qui te suit pour le lymphome vu que c'est une maladie du sang.
Je vais chez l'hématologue, premier rendez-vous. Donc, en plus, on te donne que des rendez-vous en urgence. Donc, tu sais qu'il y a un truc. Enfin, tu vois, quand d'habitude, chez un spécialiste, on a pour 6 mois. Là, tu l'as en 1 jour. Ouais. Bah, tu sais qu'il y a un truc qui est grave. Des bons indices, ouais. Et on va chez l'hématologue avec Manu. Parce qu'à ce moment-là, Manu m'accompagne à tous mes rendez-vous. Et donc là, on est chez l'hématologue, une dame d'une 50aine d'années, assez grande, assez imposante, assez impressionnante. Et en fait, qui me prend entre 2 rendez-vous, qui connaît pas trop mon cas, quoi. Elle l'a pas lu, elle le découvre en face de moi. Et là, elle le regarde, elle me dit, bon, ben voilà, vous avez... donc, entre-temps, j'ai fait une biopsie, donc elle savait exactement ce que j'avais. Vous avez un lymphome de Hodgkin en stade 4. Et moi, je suis là, ok. Et là, elle te sort plein d'ordonnances. Alors, tenez, c'est parce que vous allez perdre vos cheveux. Donc, c'est une ordonnance pour acheter une prothèse capillaire. Vous allez sûrement être stérile, donc il faut faire congeler vos ovocytes. Et je vous mets un arrêt de minimum 6 mois. Et là, moi, je suis en mode genre, uppercut, coup de poing, uppercut. Et je m'arrête sur arrêt de 6 mois. Je dis, mais comment ça, arrêt de 6 mois? Mais c'est pas possible. Là, on arrive, on est en novembre. Je lui dis, moi, je travaille dans le commerce. Il y a les fêtes qui arrivent. On était en train d'ouvrir un 2e magasin sur Metz. J'étais là et j'étais hyper impliquée dans cette ouverture de magasin. J'étais là, mais je peux pas m'arrêter, c'est impossible. On décale en janvier. Et là, elle me regarde en mode, mais pourquoi vous... Enfin, genre en mode, qu'est-ce que tu veux, toi, tu vois? T'as pas compris ce que je suis en train de te dire. Ouais. Donc là, elle me dit, non, mais vous avez pas compris. Vous allez devoir vous arrêter. Je me dis, non, mais attendez, écoutez, moi, je suis en repos le lundi. On fait la chimio le lundi. Je m'arrange pour travailler que le mardi après-midi. Comme ça, je me repose encore le mardi et je vais travailler le reste. J'étais même prête à faire du 80%, tu vois. Elle était là, non, mais vous n'avez pas compris. Vous n'allez pas en être capable. Vous allez être fatigué. Vous allez être Elle m'explique que la chimio, en gros, réduit fortement ton système immunitaire. Elle me dit, en plus, vous travaillez dans le commerce, donc c'est impossible, quoi. Enfin, elle m'explique qu'en gros, le moindre rhume peut être fatal, quoi. Ouais. Alors, je pense qu'elle a voulu me faire peur, même si c'est vrai, hein, que t'as moins de système immunitaire, t'es fatigué et tout. Mais moi, je suis en mode, j'ai négocié mon arrêt maladie, quoi. Non, mais on était début novembre. Mais c'est quoi, à ce moment-là? C'est de l'incompréhension? C'est du déni? Déjà, j'étais pas prête. J'étais clairement dans le déni. Et en fait, j'avais pas envie de m'arrêter, quoi. Ouais. Enfin, moi, je suis en mode 24 ans, hyper active. Je suis occupée du matin au soir. J'ai pas envie de m'arrêter. Enfin, là, en gros, on me dit que tu vas devoir mettre toute ta vie à l'arrêt. Non, je suis pas d'accord. Genre, pas du tout. Ouais. Enfin, j'avoue que la perte des cheveux et tout, ça, je l'ai complètement occulté. J'ai été focus sur mon arrêt maladie, quoi. Okay. Enfin, je voulais pas. Enfin, c'était inconcevable pour moi de passer mes journées à la maison. Enfin, impossible, quoi. Et je négocie mon arrêt parce qu'on est début novembre. Elle me dit que la chimio commencera le 2 décembre. Okay. Donc, elle voulait déjà me mettre en arrêt. J'étais là. Non, mais pourquoi vous voulez me mettre en arrêt maintenant? Enfin, qu'est-ce que je vais faire pendant 1 mois? Enfin, elle m'a dit, oui, mais vous allez avoir des rendez-vous médicaux, là, il va falloir vous concentrer sur vous et tout. Je dis, non, écoutez, vous inquiétez pas, les rendez-vous médicaux, je m'arrange. Enfin, tu vois, le travail, ma responsable était déjà très au courant de ce qui se passait, donc je savais que j'allais pouvoir prendre quelques libertés. Et elle me dit, bon, j'arrive à négocier. Hein. Elle me dit, bon, ok pour le 1er décembre l'arrêt, mais vous ménagez pendant 1 mois. Oui, évidemment, j'ai fait tout sauf me ménager. J'imagine. Donc, c'est-à-dire qu'on était en plein dans l'ouverture du 2e magasin. Donc, j'allais faire mon job normal dans mon magasin. Et puis, le soir, j'allais dans l'autre magasin, commencer à monter le mobilier, trier la livraison, tout mettre en place. Et je faisais des heures de fou, tu vois. Mais en fait, ça m'a fait tenir. Ouais. Clairement, ça m'a fait tenir parce que de toute façon, dès que je rentrais chez moi, que j'avais ma mère au téléphone ou quelqu'un d'autre, qu'on me disait, bon, comment tu te sens? En fait, je m'effondrais. Donc, en fait, le travail, clairement, ça m'a fait tenir à ce moment-là parce que j'y pensais pas, quoi. Ouais. Donc, c'était ta porte de sortie pour pas penser à ça. Ouais. Je passais mon temps au travail. Ouais. Et justement, là, tu parles de ta mère qui te demande de tes nouvelles. Ouais. J'imagine que tous les gens qui étaient au courant te demandaient des nouvelles. Ouais. Comment tu gères ça à ce moment-là? C'est dur parce que dès qu'on me demande comment je vais, je m'effondre. Ouais. Donc, clairement, je passais mon temps à pleurer. Je passais mon temps à pleurer, mais en même temps, j'essayais d'être forte pour eux aussi parce que je me mets à la place de ma mère ou de mon père. T'apprends que ton enfant a un cancer, alors même si elle a 24 ans et qu'elle est très autonome, ça te met un coup, quoi. Tu vois, le cancer, c'est tellement un mot qui fait peur. Ouais. Que, en fait, surtout que moi, ma famille, ils sont tous loin. À l'époque, ma mère habitait à Lyon, mon père à Aix-en-Provence. Donc, c'est quand même loin. Donc, j'imagine qu'ils avaient le sentiment de ne pas pouvoir être présents à 200%.
Ben ouais, c'était un peu dur. Après, Manu a été très présent à ce moment-là. Et clairement, heureusement qu'il était là. Après, c'est ce que je dis aujourd'hui. S'il n'avait pas été là, je l'aurais vécu certainement différemment. Mais il m'a tellement accompagnée dans ces moments-là que heureusement qu'il était là et que toute ma famille. Après, je ne l'ai pas dit à tellement de personnes. Je l'ai dit à ma famille proche et à mes amis très, très proches. Donc, mes amis, ça devait être 4-5 personnes, tu vois. Juste ceux que je vois vraiment très régulièrement. Et par contre, tous les potes, j'ai rien dit. C'est marrant que tu évoques ça, parce que nous, on s'était un peu perdu de vue à ce moment-là. Et c'est comme ça que j'ai repris contact avec toi pour l'épisode d'aujourd'hui, parce que je me rappelais très bien le jour où j'étais au boulot et tu m'envoies un message en me disant « Est-ce qu'on peut s'appeler ? J'ai un truc à te dire. » Message bizarre venant de quelqu'un avec qui t'as un peu perdu t'as pris tes distances, quoi. Et je me rappelle te répondre « Bah non, là je peux pas t'appeler, mais on peut s'appeler ce soir. » Et en fait, tu m'écris par message « J'ai un cancer. » Et ta phrase spécifiquement m'avait marqué de si toi ça t'arrivait, j'aimerais bien que tu me le dises. Et du coup, ça nous avait fait reparler à ce moment-là. Et c'est assez marquant. Déjà, même quand je te l'avais dit, ça faisait déjà quelques mois que j'étais en traitement et tout, et j'étais dans ma période où j'avais accepté ma maladie, tu vois. Bah, justement, est-ce que tu peux évoquer ce point? Donc là, t'as négocié ton arrêt, donc tu fais 1 mois de travail où t'essayes d'occulter un peu ça. Qu'est-ce qui se passe à partir du 1er décembre? Et je rentre à l'hôpital. Donc déjà, savoir que j'avais des rendez-vous médicaux dans tous les sens. J'avais un infirmier qui venait à la maison tous les jours pour me faire des piqûres de je sais plus quoi. J'étais hyper suivie. J'avais déjà un rythme médical, tu vois. Et donc là, je rentre en chimio. Donc en fait, la chimio, t'as plein de chimios différentes. T'en as soit juste en hôpital de jour, tu viens le matin, tu repars le soir. Et sauf que là, c'était un traitement un peu plus agressif. Donc en fait, j'étais hospitalisée 3 jours. Donc c'est hyper impressionnant. Après, j'étais un peu la chouchou du service parce que tu te doutes bien que dans un service hémato, la moyenne d'âge, on est plus à 70 ans que à 25 ans, tu vois. Donc, tu vois, c'était en mode, il y a une petite chaîne. J'étais un peu la coqueluche du truc, tu vois, c'était marrant. Et c'est hyper impressionnant. C'est hyper impressionnant parce que tu ne sais pas à quoi t'attendre. Moi, tu vois, tu me parles de chimio, mais je sais même pas ce que c'est la chimio. Je savais même pas que c'était dans le sang que ça passait. Du coup, je l'ai vite compris. Mais en fait, la chimio, quand tu n'as pas encore une fois été confronté de près ou de loin, tu sais pas trop ce que c'est finalement. C'est des médicaments, d'accord, mais quoi, comment Donc là, je rentre à l'hôpital. Donc tu as l'infirmière de machin qui vient te voir, qui t'explique, la diététicienne, le machin, le ci, le ça. En gros, on te donne plein d'infos. Donc c'est hyper impressionnant. J'étais encore une fois avec Manu, donc on relativisait, on rigolait. Ça allait, tu vois. Et puis là, passe le moment où on te fait ta première chimio. Donc on t'injecte ce liquide dans le sang et tu sais, toi, tu t'attends à avoir genre le liquide dans le sang et boum, genre en mode bim, t'es fatigué et tout. Ouais. Et sauf qu'en fait, t'es en mode ça va. Ouais. Tu vois, genre, ouais. C'est rien, quoi. Ouais. Si c'est que ça va, quoi. Ouais. Bon, les effets secondaires viennent plusieurs heures, voire plusieurs jours après. Mais c'est hyper impressionnant. Mais moi, à ce moment-là, je le vis en mode, vas-y, je prends ma dose, là. Et puis, ça va, quoi. Et à chaque fois que tu avais tes traitements, tu restais 3 jours, du coup ? En fait, le protocole que j'avais, j'ai resté 3 jours. Okay. Après, je rentrais chez moi et je prenais de la chimio en cachet chez moi. Et je revenais à J7 juste pour une journée. Et après, je rattendais une semaine sans rien et je repartais 3 jours. Et j'ai eu ça pendant 3 mois. Et après, ils ont espacé les cycles. Et je suis passée sur une chimio moins agressive. Et j'y allais pendant 3 mois. J'ai fait 1 fois par semaine en hôpital de jour. Okay. Donc, mais bon, il y a plein de protocoles qui existent. Ouais. Et c'est en fonction du cancer que tu as et du stade, j'imagine ? Ouais, de l'agressivité du cancer, du traitement que tes médecins décident de te donner à ce moment-là. Ça dépend de plein de choses. Mais il y a vraiment plein de chimios qui existent. Ouais. Genre, c'est incroyable. Ouais, je dois avouer que je suis assez ignorant sur le sujet. J'avoue que j'étais assez impressionnée. Pour moi, la chimio, genre, c'est juste... Tu vois, c'est comme quand t'es malade, tu prends du Doliprane, voilà. Quoi. Ouais. Au pire, t'as le générique, mais... Mais non, il y a vraiment plein de choses différentes, plein de traitements. Voilà. Et donc, tu découvres ça, du coup. J'imagine que tu découvres aussi les effets secondaires, parce que de la même façon, je pense qu'on a déjà entendu des choses, mais entre l'entendre et le vivre, j'imagine qu'il y a déjà, une c'est très variable d'une personne à l'autre, parce que tout le monde ne vit pas la même chose et qu'on te présente
Tu vois, c'est comme dans les médicaments, quand t'as la notice, t'as la liste d'effets secondaires. T'en as qui les ont, d'autres qui les ont pas, d'autres qui ont que ça. Enfin, en gros, c'est un peu pareil, mais globalement, c'était des nausées. Donc, moi, j'ai été assez épargnée sur ça parce que j'avais des nausées juste pendant les 24 heures après la prise de chimio. Et après, franchement, je vivais ma vie. Sauf que moi, mon médecin, en tout cas, était en mode... les nausées, elle te disait, en fait, l'idée, c'est de pas vous affaiblir. Donc, vous pouvez manger de tout et vous mangez ce qui vous fait envie. Ok. Sauf que moi, ce qui me faisait envie à ce moment-là, c'était des chips et du saucisson. Donc, autant te dire, si je mangeais beaucoup de Kinder Bueno aussi, c'était à la période de Noël, donc tu penses bien que je mangeais beaucoup de chocolat. Des Ferrero Rocher, c'était. Et tu penses bien qu'avec la cortisone, les chips et le saucisson, c'était pas dingue. Ouais. Et donc, moi, un des effets secondaires que j'ai eu, c'était la prise de poids. Okay. Donc, j'ai pris 1 kilo par mois. Grosso modo, heureusement que ça a duré que 6 mois. Mais j'ai pris 1 kilo par mois. J'ai eu donc les nausées. Après, des effets secondaires principaux, c'est la fatigue. Mais franchement, t'es tout le temps fatigué. Enfin, pas d'énergie, quoi. Genre, tu te lèves le matin, t'es en mode « Ah, ça va, super ce matin ». Ça dure 1 heure et après, Donc, il faut vraiment se faire violence. Ouais. Enfin, tu vois... Au début, je m'écoutais beaucoup, genre en mode non, mais déjà que je suis fatiguée, je vais quand même pas trop sortir. Et sauf qu'en fait, t'es obligé de prendre l'air parce que déjà, sinon, tu pètes un câble chez toi. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre ? Bon, après, des trucs un peu moins glamour, type la peau qui sèche, quelques hémorroïdes, enfin voilà, des trucs pas très glamour. Et surtout la perte de cheveux, quoi. Enfin, ça, c'était. En fait, avec du recul, ça a été, mais sur le moment, franchement, c'est difficile. Parce que tu perds tes cheveux. Déjà que ton corps change, parce que tu prends de la cortisone, ça te marque, tu vois. Moi, j'ai l'impression que j'ai pris un coup de vieux, quoi. Après la chimio, j'ai l'impression que j'ai pris 5 ans, quoi. Mais ça a duré 6 mois. Voilà, tu changes un peu, aussi bien intérieurement qu'extérieurement, d'ailleurs. Mais, et en plus, quand tu perds tes cheveux, c'est quand même un cap. Moi, ce qui a été difficile quand j'ai perdu mes cheveux, c'est que c'était la chose qui faisait que j'étais malade. Physiquement, en fait, tant que j'avais mes cheveux, j'étais toujours dans le déni, quoi. Tu vois, j'étais en mode, non, vas-y, c'est une petite grippe. Ouais, tout va bien. Tout va bien, quoi. Mais en fait, tu perds tes cheveux, en fait, tu deviens aussi malade par rapport aux autres. Ouais. Tu vois, ça se voit. Ce qui est bien, c'est que moi, j'ai pris de l'avance là-dessus. Donc, si jamais ça m'arrive... Ouais, mais alors, attention, justement, parce que qui dit prise de cheveux, dit perte de cheveux, dit perte de poils. Donc, tu perds aussi tes poils. Ça, alors, moi, ça, par contre, j'ai trouvé ça incroyable. Alors, franchement, ne pas m'épiler pendant 6 mois, mais c'était fou. Enfin, j'étais en mode... En fait, c'est marrant. De ça, ouais, mais parce que les médecins te parlent de perte de cheveux. Moi, j'ai pas fait le lien avec les poils. Et c'est un jour, je me dis... je me rends compte que je me suis pas épilée depuis 15 jours, quoi. Ouais. Et je suis en mode... Oh, putain, mais en fait, on perd les poils aussi. Mais c'est incroyable. Ah, ça, moi, pas de règles. Ouais. Donc, genre, je suis en mode, putain, j'ai plus de poils, j'ai plus de règles. Bouh, tu vois, genre en mode, j'étais trop contente. Il faut savoir se satisfaire des victoires, quoi. Tu vois, c'est marrant on dirait que ça t'a vraiment fait plaisir, entre guillemets. Mais vraiment, moi, genre, j'étais en mode, ça a été la perte de cheveux. J'ai dit, non, mais attends, ce que tu sais pas, c'est que quand tu perds tes cheveux, tu perds tes poils aussi. Et là, j'étais en mode, et ça ? Mais c'est trop... Surtout en tant que femme, tu vois, où t'as quand même... Bon, même si maintenant, ça s'estompe un peu, mais... Enfin, tu vois, être épilée, pour moi, à ce moment-là, c'est important. En fait, mais là, tu te dis, non, mais... Ah oui, et puis je précise que ça faisait quand même que 6 mois que j'étais avec mon mec. Donc, je pense bien qu'au début, l'épilation est un sujet pour moi. Ça l'est beaucoup moins aujourd'hui. Mais, tu vois, c'est... Désolée, mon cœur. Mais... Voilà, le petit message est passé. Voilà. Non, mais tu vois, surtout au début d'une relation, être épilé, ça semble quand même être quelque chose bizarrement important. Mais en fait, dans les faits, pour moi, en tout cas, ça l'était. Et là, je me dis, putain... Alors, j'étais un peu partagée parce que j'étais là... C'est comme en confinement, tu vois. T'essayes de trouver des trucs qui te font t'occuper. Oui. En fait, je me dis, putain, c'est le seul truc qui pouvait m'occuper chez moi, m'épiler, et j'ai même plus ça, quoi. Tu vois. Okay. Bon, écoute, je vais faire autre chose. Mais du coup, voilà, pour en revenir à la perte de cheveux, ça a été un moment. Parce qu'en gros, on te dit qu'après ta première chimio, ça tombe pas d'un coup. Hein. Il faut compter à peu près 15 jours. Ok. Premiers cheveux qui tombent. Donc, encore une fois, en vrai, on se rend pas compte, mais on en a tellement des cheveux. Qu'en fait, entre le moment où tu commences à les perdre et le moment où tu as la boule à Z, il peut se passer 2 mois. Hein. Mais bon, moi, il se trouve que comme je savais, j'avais déjà fait couper mes cheveux plusieurs fois. Et tous les matins, tu sais, tu te lèves et tu tires tes cheveux, quoi. Tu deviens psychopathe. Et puis un jour, il y en a qui viennent, quoi. Et là, crise de larmes. J'étais toute seule. Manu était parti bosser.
faut aider un pote à faire je sais plus quoi. Et là, je l'appelle. Je perds mes cheveux. Enfin, ça va pas du tout, quoi. Et puis, en fait, j'étais en mode, genre, je tirais mes cheveux jusqu'à ce que j'en ai plus qui tombent. Donc là, ça a été hyper dur. Manu revient. Il était pas très loin, il devait être à 15-20 minutes de la maison. Il revient en mode, pour essayer de me réconforter. Non, mais c'est pas grave, ça ne te définit pas, c'est pas grave, on savait, c'est là, t'inquiète, ça va aller. Et il se trouve que mes grands-parents venaient, ils habitent dans le Nord, et ils venaient pour passer quelques jours avec moi, pour être présents pour moi. Et donc, ils sont là, je suis pas bien et tout. Et mon grand-père avait pris sa tondeuse. Et du coup, moi, de toute façon, je m'étais dit, dès que mes cheveux commencent à tomber, il est hors de question que je commence à avoir des trous à droite, des trous à gauche, je rase direct. Mais je pensais pas que ça allait être tout de suite. Et là, je lui dis, écoute, papy... ça faisait 24 heures que mes cheveux avaient commencé à tomber. Je lui dis, je pense qu'on va me raser direct, quoi. Et là, moment hyper difficile, mais en même temps hyper important pour mon grand-père, parce qu'il a pris ça, genre c'était une mission pour lui, tu vois, genre il était en mode, c'est moi qui coupe les cheveux de ma petite fille, tu vois, une mission. C'est pas la maladie, c'est moi qui le fais. Tu vois, et puis en fait, de faire ça lui, je sais pas, j'ai senti qu'il y avait une espèce de fierté, qu'il était content de le faire pour moi en tout cas. Et donc, je me revois, on vivait dans 40 mètres carrés avec Manu à ce moment-là, avec mes grands-parents en plus, tu vois, on peut promiscuiter. Dans ma petite salle de bain, mon grand-père qui me rase la tête, moi qui pleure, ma grand-mère qui me tient la main. C'était un moment qui a été tellement difficile, mais j'ai été tellement contente de vivre ça avec eux parce que c'est quelque chose qui te marque, quoi. Et mon grand-père qui a gardé une mèche de cheveux dans une enveloppe. Il l'a toujours ? Bien sûr. Alors, mon grand-père, mes parents, mais je sais pas si beaucoup de personnes font ça, mais tu sais, souvent, tu gardes la première mèche d'un bébé que tu coupes. Donc, tout le monde a ma mèche de cheveux de quand je suis bébé. Et mon grand-père a en plus une mèche de cheveux. C'est marrant, il l'a mis dans une enveloppe. Je pense qu'elle traîne au fond d'une boîte, mais il l'a. Ouais, mais il l'a. J'ai trouvé ça trop mignon. Et je me souviens de ce moment. Donc, j'étais dos au miroir, je voulais pas voir ce moment. Et de ce moment où, à un moment, il faut que je regarde la tête que j'ai, quoi. Mais moi, je m'attendais à avoir boule à Z, genre monsieur propre, tu vois. Mais sauf qu'en fait, je suis tellement brune, mais qu'en fait, ça n'a pas du tout fait monsieur propre. J'avais juste le crâne noir. Et en fait, je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit, ça va en fait. Non, mais en fait, tu t'attends tellement à voir ton visage changer, mais sauf qu'en fait, ton visage change pas. Non, mais c'est bizarre de dire comme ça, mais... Genre moi, pour le coup, moi je comprends de quoi tu parles. Bon, c'était pas le même cas, mais quand je me suis coupé les cheveux, j'avais l'impression que j'allais effectivement complètement changer de tête. Bon, il faut quelques secondes pour se dire ah bon, ça ressemble à ça, mais c'est vrai que en fait ça va, quoi. Mais en fait ça va. Et du coup j'étais en mode oh là là, mais j'ai fait tout un plat de ça. En plus, franchement, je suis hyper badass comme ça. En fait, c'était tellement bizarre ce mélange de sentiments en mode putain, j'ai perdu mes cheveux, je suis malade, mais en même temps, ça va. Et en même temps, je suis pas si dégueu en fait. En fait, il y a eu un mélange d'émotions qui sont passées à ce moment-là. C'était trop bizarre. Mais par contre, je l'assumais pas du tout. Ouais, c'est marrant parce que tu te dis que t'étais badass. Ouais, je me trouvais trop fraîche, mais je l'assumais pas du tout au regard des autres parce que pour moi, c'était un signe de maladie évident. Tu vois, Et comment tu l'as géré du coup, ça ? Eh ben, déjà, je sortais pas beaucoup. Par chance, c'était l'hiver, donc j'avais un bonnet constamment sur. Alors, je l'assumais avec mes proches. Alors, déjà, il faut savoir que j'avais acheté une prothèse capillaire. C'était des moments, ça. Ah, mais c'était un moment incroyable. Donc, ça coûte très cher, une prothèse capillaire. La Sécu rembourse rien. Moi, la mutuelle, par chance, remboursait pas mal. Mais en fait, si tu veux quelque chose qui soit hyper naturel, si tu veux du cheveu naturel, ça coûte une douille, ça coûte 1000 balles minimum. Je crois que la mienne, j'ai payé 500 € en cheveux synthétiques, que je n'ai jamais porté d'ailleurs, parce que je l'avais, déjà, en fait, c'est hyper inconfortable. Moi, en tout cas, j'ai trouvé ça hyper inconfortable. Ça gratte. Et puis, en fait, j'avais l'impression de porter, tu vois, les bonnets de ski qu'on faisait il y a 10 ans en mode avec les rastas, tout ça. J'avais l'impression d'être déguisée, quoi. Et du coup, j'étais en mode, non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, chez moi, ou quand j'étais avec mes proches, aucun souci. Mais alors, vraiment, je me revois... Manu, son meilleur ami à l'époque habitait à Toulouse. Bref, ils étaient là pour les fêtes. Et donc, on venait, c'était la première fois que je le rencontrais. Lui et sa femme, tu vois. Et donc, je dis à Manu, donc il me dit, ils viennent à la maison. Je dis, préviens-les quand même que j'ai plus de cheveux, tu vois.
Tu vois, et on en parle encore de cette histoire avec eux. Et ils me disent, mais genre, tu t'es dit quoi à ce moment-là quand tu dis à Manu et que Manu envoie un message en mode, bon, par contre, ok, venez à la maison avec plaisir. Par contre, je vous préviens juste, Jennifer a pas de cheveux. Enfin, tu vois, genre en mode, tu t'es cru qu'on allait te regarder en mode. C'est quoi cette chose? Ouais, alors qu'en vrai, mais tout le monde s'en foutait. Ouais. Mais vraiment. Mais moi. C'est toi. Mais c'était moi, quoi. Ouais. Donc, les premières personnes que je rencontrais, c'était toujours un peu compliqué. Dehors, j'étais tout le temps en bonnet, Enfin, je l'assumais pas du tout. Et sauf que vient le printemps et que je sors me balader avec un bonnet et que je crève, quoi. Enfin, il fait trop chaud. Et là, je me dis, putain, faut que je trouve un truc, quoi. Et en fait, à ce moment-là, je découvre un compte sur les réseaux sociaux d'une nana qui a créé une espèce de prothèse capillaire, mais en fait, c'est un serre-tête avec juste les mèches de cheveux et tu mets des foulards. Okay. Et en fait, donc j'achète ça. C'est incroyable. Enfin, la nana, je pense qu'aujourd'hui, elle est hyper reconnue dans ça pour les personnes qui sont atteintes. J'ai oublié le mot quand tu perds tes cheveux. Mais ça m'a sauvée, mais ça a duré 15 jours. Enfin, j'ai dû la porter, allez, max 1 mois. Ouais. Et en fait, après, mes cheveux ont commencé à repousser parce que ma chimio était moins forte. Donc, mes cheveux commencent à repousser. Et là, tu vois, j'avais genre, je sais pas, peut-être 1 centimètre, mais ça faisait vraiment plus... Parce qu'entre-temps, entre le moment où mon grand-père me rase la tête, que j'ai les cheveux noirs, enfin, le crâne encore un peu noir, en fait, entre-temps, après, avec les frottements et tout, je deviens vraiment monsieur propre, tu vois. Et c'est là que j'assumais pas du tout. Okay. Mais après, j'ai eu ce moment où ça a commencé à repousser, donc j'avais du duvet, quoi. Et là, j'ai commencé à l'assumer. Okay. Parce que j'avais en même temps fait un travail sur moi, j'avais accepté la maladie. Et... Parce que là, du coup, t'es à combien de temps après le début Quand ça commence à repousser, que je m'assume sans rien, on est en mai. Et j'ai commencé mes traitements en décembre. Ouais. Et la maladie, je pense que j'ai réussi à l'accepter, je pense, en février. D'accord. Un truc comme ça. Okay. Grâce à une infirmière. Franchement, c'est une infirmière qui m'a aidée, incroyable. Okay. Mais cette femme... Mais franchement, le personnel hospitalier où j'étais était incroyable. C'était dans un petit hôpital en ville, mais genre en mode, t'es à la maison, quoi. Enfin, tout le monde te connaît. C'est en mode, Madame Mélie, Mademoiselle Mélie. Genre, comment vous allez il est pas là, votre mec. Tu vois, genre, on était un peu la coqueluche du service, tu vois, comme je te disais. Et en plus, il paraît qu'on était hyper mignons tous les deux. Donc... Et du coup, tu te sens un peu comme chez toi, quoi. Tu vois, tu sens qu'il y a une relation, que t'es pas juste une chambre et une patiente. Tu te sens un peu importante, même si je me rendais bien compte que des fois, quand je venais, surtout en hôpital de jour, elles ont pas le temps, quoi. Tu vois, elle vient, alors elle te demande si ça va, mais tu sens que qu'elles ont envie, mais qu'en même temps, en fait, il y a d'autres patients qui attendent et que malheureusement, elles peuvent pas te consacrer autant de temps que ce qu'elles voudraient, quoi. Et une fois, je sais pas pourquoi, genre je suis toute seule. C'est à ce moment-là que je me rends compte que j'ai vraiment changé. Déjà que j'ai un peu grossi, que la cortisone en plus, tu vois, que j'ai gonflé du visage. Et ça va pas. J'ai un moment où franchement, ça va pas. Je me reconnais plus, je m'aime plus, tu vois. C'est un peu le contre-coup Franchement, on est fin janvier, début février. Et là, c'est une infirmière qui s'occupait souvent de moi. Je sais pas pourquoi, je dois être à la fin. Mais elle a du temps à m'accorder. Et en fait, on commence à parler. En mode, ça va et tout. Je dis, franchement, pas trop. Franchement, je sais plus quoi faire. Je m'aime plus. Ça va pas. Je me sens pas bien dans mon corps. Je sens que là, les effets de la maladie commencent à être marqués parce que je suis à ce moment-là où j'ai plus rien. Je suis en mode boule à Z. Je suis fatiguée. Ça va pas, quoi. Et là, elle prend le temps un peu vraiment de parler avec moi, de m'expliquer que, en fait... je commence à me rendre compte que je suis malade, donc je suis en pleine phase d'acceptation. Et elle m'explique que la maladie, c'est comme un deuil. Donc, tu as cette partie un peu où tu es vraiment dans le déni, dans la colère et tout. Et qu'en fait, après vient la phase d'acceptation. Et elle me dit, et là, vous êtes au début de cette phase et il va falloir l'accompagner. Et en fait, de m'expliquer ça comme ça, je me dis, putain, mais ouais, quoi. C'est trop ça. C'est ce qu'on appelle la courbe de deuil. Mais vraiment, c'est pareil. Tu vois, je me suis un peu renseignée sur ça parce que par chance, j'ai pas eu à connaître de gros deuils de mes proches, en tout cas. Donc, je savais pas trop ce que c'était. Mais donc, je me renseigne un peu et effectivement, je me dis, putain, mais c'est trop ça, quoi. C'est trop ça. Et en fait, elle me donne plein de conseils pour aller mieux. Donc, elle me dit, ok, vous avez pris du poids. Déjà, vaut mieux que ce soit comme ça que vous soyez en dénutrition. Clairement... Oui, bien sûr, mais bon. Oui, quitte à choisir, c'est mieux. Bien sûr. Mais si je pouvais l'éviter, ce serait bien aussi. Bon, expliquez-moi. Vous avez pris du poids. Qu'est-ce qui s'est passé ?
déjà, donc elle fait venir une diététicienne. La diététicienne de l'hôpital vient, on parle toutes les trois, quoi. En mode, elle me demande comment je mange. Donc je lui ai dit un peu, je fais attention, je me suis mise à la cuisine, vu que j'ai rien à foutre, je me mets à cuisiner, tu vois. Donc je cuisine, machin. Et elle me dit, mais en fait, moi, ce que je remarque, c'est que votre activité a baissé, forcément, t'as arrêté de travailler. Ouais. Mais par contre, vous mangez toujours la même chose. Donc en fait, vous mangez plus que vos besoins et donc forcément, vous grossissez. Ouais. Et donc, elle m'explique comment varier mes repas, moins salés, les quantités, tout ça. Et elle me dit, vous faites du sport? Et je suis non, attendez, je suis malade quand même. Tu vois, genre en mode, moi, ça me venait pas du tout à l'esprit d'aller faire du sport, quoi. Et elle me regarde, vous êtes malade, ok, mais vous pouvez vous bouger un peu, quoi. Rien ne vous empêche. Alors, elle me dit, je vous parle pas de préparer un marathon, mais elle me dit, il y a plein d'activités adaptées. Vous pouvez aller juste marcher pendant 1 heure, faire un vélo en mode balade. En fait, écoutez-vous. Tu vois, genre en mode, écoutez-vous, faire un peu de renfort musculaire, un peu de yoga. Alors, juste pas de piscine parce que, ni à microbes. Mais genre, elle m'explique qu'en fait, j'ai le droit de me bouger, quoi. Et moi, je suis en mode, genre, ah bon? Genre, ah ouais, j'ai le droit? Tu vois. Parce que pour toi, maladie, c'était on fait rien. Et... Complètement. Ouais. Mais complètement. Et je sais pas pourquoi, hein, mais. Ouais. Et là, genre, je revis, tu vois, je me dis, ah ouais, mais j'ai le droit. Elle me dit, oui, en fait, vous écoutez. Ouais. Si vous en sentez capable, allez-y. Si à un moment, vous sentez que vous fatiguez trop, vous arrêtez, quoi. Ouais. Et là, je me dis, mais. Ah putain, mais ouais. Non, mais carrément. En plus, j'avais clairement l'énergie pour au moins aller marcher 1 heure par jour. Alors, j'allais me balader, mais c'est sûr, j'allais à la boulangerie, j'allais faire 2 courses. Tu vois, je sais pas, je m'étais mis en tête que fallait que je reste chez moi, que je bouge pas et que je dorme et que je me repose, tu vois. Ouais. Mais sauf qu'en fait, elle m'explique tous les bienfaits du sport. Déjà que moi, ça m'aère, ça m'occupe, que tu libères de l'endorphine, donc c'est machin, que c'est hyper bénéfique, quoi. Alors, j'ai jamais été une grande sportive, on va pas se mentir. Mais là, tu vois, je me suis mise à un peu plus. Alors, tu vois, aller marcher un peu plus longtemps, un peu plus loin, faire un peu du renfort. Il y a plein de vidéos sur YouTube. Franchement, hyper adaptées, que tu sois débutante ou un peu plus sportive. Et genre, je me suis dit, ah putain. Et là, en fait, j'ai commencé à me dire, ah ouais, ok, ok, cool. Je pense que c'est à peu près à ce moment-là où j'ai dû te l'annoncer. Et c'est à ce moment-là où je l'ai annoncé sur les réseaux sociaux. Ok. En fait, j'ai découvert ça m'a beaucoup aidé, qu'il y avait plein de gens sur les réseaux sociaux qui parlaient de leur expérience. Et je m'abonnais à leur compte et j'ai découvert ça. Et en fait, moi, ça me rassurait. J'étais en mode, non, mais oh putain, déjà, je suis pas seule. Ouais. Genre, je ne suis pas la seule jeune à vivre quelque chose comme ça. Alors, c'était pas forcément des personnes qui avaient la même maladie que moi, hein, mais tu vois, qui étaient malades et qui arrivaient à faire quelque chose de leur vie. Et c'était hyper positif. Et du coup, j'ai trouvé ça mais vraiment trop bien. Et en fait, je suis arrivée à ce moment où j'accepte ma maladie. Je me dis, ok, maintenant, je vais l'assumer parce que du coup, il faut savoir que tout le mois de décembre, janvier, genre, je n'ai pas fait un resto. Nous, on sortait beaucoup avec Manu. Je suis pas allée une seule fois dans un bar. Okay. Parce que déjà, j'avais clairement pas envie de boire d'alcool. Oui. Ou boire autre chose. Je suis pas obligée de boire d'alcool dans un bar, mais j'avais pas envie, quoi. Oui. Et là, je me dis, ok, c'est le moment. Genre, je prenais pas beaucoup de photos. Là, je prends une photo, je mets quand même un fil parce que je m'assumais pas non plus à ce point, tu vois. Je réfléchis longuement au texte que j'ai envie d'écrire, au message que j'ai envie de faire passer. Manu le relit, il est en mode non, mais c'est bien et tout. Non, je sais pas si c'est bien. Et en fait, à un moment, je me dis ok, et je poste cette photo de moi avec un petit texte qui va avec, en expliquant un peu ce que je vis, mais tout le positif que ça m'apporte. Et mais sans savoir trop quelle allait être la réaction des gens. Et là, je me prends une vague, mais d'amour. Ah oui. Mais franchement, incroyable. Genre, tous mes proches déjà sont en mode, mais pourquoi tu nous l'as pas dit? Ceux qui n'étaient pas au courant. Oui. Mais pourquoi tu nous l'as pas dit? Mais non, mais meuf, tu vis ça toute seule. Mais ouais, mais t'es incroyable. Mais waouh. Et genre, je me suis sentie trop puissante, tu vois. Genre en mode, ouais, je suis une meuf ouf, quoi, tu vois. Mais c'était incroyable. Ce moment-là a été... c'était un soir, on était avec Manu. Et j'étais là. Non, mais regarde, genre, j'ai une photo. Alors, je suis pas du tout dans la course au like ou quoi. Tu vois, j'ai un compte, j'ai genre 150 abonnés. Clairement, c'était pas un objectif. C'était pas le but. Mais là, je me dis, mais regarde tous les messages que j'ai. Et même ma mère, je me souviens, elle avait repartagé la publication. Et en fait, elle avait ils avaient vécu quelque temps en Guyane et des voisins qui mettaient des messages, genre qui mettaient en mode on est de tout cœur avec toi, signé machin, ami de ta mère rencontré en Guyane, tu vois. J'étais en mode mais genre, c'était incroyable ce moment. J'ai pris une vague d'amour, c'était ouf.
Et ça t'a permis du coup de passer un peu à la phase d'après. En mode je l'accepte. Enfin, ça allait mieux. J'ai accepté de ressortir, de revoir un peu plus de monde. Et d'accepter le truc, de me dire que en fait, c'était pas une fin en soi. Que de toute façon, c'était qu'une parenthèse dans ma vie et que ça allait aller mieux, c'est sûr. Enfin, j'étais au moment où j'avais déjà fait des contrôles et que les résultats étaient assez positifs. Donc, mais ce moment-là a été incroyable. Trop bien. Ouais. Et t'as continué après un peu à partager ton histoire ou ça a été juste un post comme ça? Ouais, des fois je montrais quand j'allais en chimio, mais pas plus que ça. Alors déjà parce que les réseaux sociaux, j'adore ça, mais j'aime voir les gens et découvrir des choses, mais moi, parler de moi... j'ai toujours ce sentiment de pas être assez intéressante, je sais pas, mais... On verra avec les commentaires sur l'épisode. Là, tu mets la pression. Likez et partagez l'épisode pour que Jennifer voit qu'elle est aimée et intéressante. Vraiment, après j'ai continué d'en parler un peu, mais de partager, genre je mettais des stories quand j'étais en chimio, mais pas plus que ça. Pas plus que ça. Mais, non, mais en fait, franchement, en fait, il faut que je te parle d'un moment incroyable, ça me fait penser à ça, parce qu'on parle d'amour et tout. Mais j'ai été tellement entourée pendant la maladie par mes proches. Mais déjà, par Manu, qui s'arrête de bosser, qui vient vivre à la maison, ça fait 6 mois qu'on est ensemble. Ça, ma famille qui habite loin, mais qui se relaie le premier mois pour qu'il y ait tout le temps quelqu'un chez moi. Et j'ai trouvé ça incroyable que tout le monde se relaie. Et attends, mais ma meilleure amie, mais une psychopathe. Alors, je t'explique. Elle part vivre en Nouvelle-Zélande en septembre, juste au moment où je commence à savoir que je vais être malade. Donc déjà, je sais qu'elle a mal vécu de ne pas être présente pour moi. Elle est partie faire un road trip en Nouvelle-Zélande. Et donc, on prenait quand même régulièrement des nouvelles et tout. On s'appelait, on s'envoyait des messages, machin. Et en fait, un jour, je ne sais plus quand on est, je crois qu'on est en février. On est en mars, je crois même. J'étais toujours en contact avec mon travail, avec ma chef, et là ma responsable est sur Metz et elle me dit, ma DR à l'époque est sur Metz et elle me dit viens, je suis sur Metz, on mange ensemble. Ok, j'y vais. Bref, on mange ensemble. Manu m'appelle, il me dit Jen, t'as reçu un méga colis, je sais pas ce que c'est. Et j'étais là, écoute, là je finis de manger, c'est bon, de toute façon il y a un colis, il est là, voilà quoi. Donc bref, on finit de manger, je rentre. Il faut savoir qu'à cette époque-là, j'habite au 4e étage, que l'ascenseur est en panne et que je suis rincée. Donc, je monte mes 4 étages rincés. Il y a effectivement un immense carton, mais un truc qui fait genre 1,50 m de haut, 1,50 m de large, tu vois, qui est posé dans mon salon. Et là, je dis à Manu, ça m'avait fatiguée parce que j'avais été le matin au magasin. J'avais un peu aidé mes collègues comme ça. Enfin, bref, faut pas trop que je le dise, je crois, mais bon, j'avais mangé. Enfin, tu vois, j'avais fait beaucoup de choses le matin, plus les 4 étages qui me rincent. Et là, je me pose sur le canapé et je dis à Manu, je dis non, mais je crois que je vais faire une sieste, je l'ouvrirai après. Genre, Manu me dit, il pète un câble parce qu'il est en mode, toi, t'es la meuf qui retourne l'appart pour connaître ton cadeau de Noël. Et là, t'as un cadeau devant toi, tu sais pas ce que c'est, tu veux pas l'ouvrir. Genre, et je sens qu'il essaye il insiste, tu vois, en mode, non, mais vas-y, ouvre-le quand même. Enfin, t'as pas envie de savoir ce que c'est. Je dis, franchement, Manu, je suis épuisée. Je n'ai pas la force de bouger de mon canapé. Et il insiste. Bon, je me lève et là, j'ouvre le carton. Et il y a ma meilleure amie qui est dans le carton. Qui est revenue de Nouvelle-Zélande pour passer ce moment avec moi. Elle est restée 1 semaine. Elle a prévenu juste sa famille, genre sa mère, sa sœur. Pas du tout nos potes. Donc, en fait, elle vient... Genre, elle est dans son carton, elle me dit, putain, elle était à côté à m'entendre que je n'avais pas envie d'ouvrir le colis et que je voulais faire ma sieste. Elle crevait de chaud dans son carton. Elle avait qu'une envie, c'est que tu ouvres le... elle avait envie d'ouvrir en mode surprise. Elle était là, j'avais envie de te buter, tu vois. J'adore. Et elle est revenue pour passer du temps avec moi sans prévenir personne à part sa famille proche. Pour être avec moi, quoi. Et là, je me suis dit, mais la meuf, elle est en Nouvelle-Zélande. Enfin, genre, elle est en Nouvelle-Zélande. C'est pas la porte d'à côté. Et puis de base, c'était un road trip d'1 an. Elle avait pas prévu de rentrer. Et en fait, là, elle est rentrée. Elle est rentrée. J'étais là, mais trop d'amour, quoi. Non, mais c'est incroyable, cette histoire, non? Elle est dans son carton. Et puis, en plus, elle est pas juste revenue... Je toque à la porte et je suis là, c'est qu'il y a la mise en scène. Mais en plus, ce que j'ai appris après, c'est qu'en fait, ma responsable était dans le coup. Qu'elle avait fait, parce qu'elle était en contact avec Manu. Manu avait vu avec elle pour qu'elle m'occupe le temps qu'Amandine arrive. Et qu'en plus, Manu me dit, moi, j'ai cru que ça allait pas le faire, que tu allais voir tout de suite qu'il y avait un problème. J'étais à quel problème? Il me dit, mais le carton, il passe pas à la porte, Jennifer. Ah oui, pas bête. Et j'étais là.
Tu penses vraiment que j'ai pensé à ça, moi? Enfin, tu vois, que je vois un carton comme ça dans ma pièce et que je me dis, comment t'as fait pour l'entrée? Il passe pas par la porte. Enfin, tu vois, genre, non, pas du tout, c'est pas du tout moi, quoi. Mais du coup, et j'ai appris, voilà, que tout le monde était en. Ouais. C'était mis j'étais dans le projet. Mais vous êtes cinglés. C'est génial. Incroyable. Elle est géniale, cette histoire. Elle est géniale, hein. Ouais, j'adore. J'en ai plein d'autres des comme ça. Ouais. Trop d'amour. Et ouais, c'est ça. C'est beaucoup d'amour. Beaucoup de gens qui t'ont entouré pendant cette période. Beaucoup de gens très proches qui m'ont entouré. Des déceptions aussi, parce que tu vois, des personnes à qui je l'avais annoncé, et franchement avec du recul j'en veux vraiment à personne, hein, mais je peux comprendre que tout le monde ne soit pas à l'aise avec la maladie, mais tu vois, genre des personnes que je pensais pouvoir compter sur eux, au final ont brillé par leur absence. Sur le moment ça m'a ultra affectée, franchement avec du recul vraiment j'en veux à personne. Aujourd'hui on est repotes, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais sur le moment, hyper affectée que des personnes que je pensais pouvoir compter, en fait, j'ai pas pu compter sur eux. Oui. Mais voilà, je peux comprendre que tout le monde ne soit pas à l'aise avec la maladie. Ouais, c'est pas évident. Moi, je sais que c'est un truc qui me fait très peur, la maladie, chez mes proches. Parce que je saurais pas la gérer, je pense. Je pense que je préfère un décès que devoir gérer la maladie, tu vois. Mais après, je pense que quand on est confronté à ça, si t'as besoin d'un expert, t'en parles à Manu. Hein, parce que franchement, lui, une pépite. Ouais. Incroyable. Enfin, je rappelle que ça fait quand même que 6 mois qu'on est ensemble. C'est incroyable, ça. Et moi, à 6 mois, je tombe malade et je lui dis quand même, en fait, si tu veux me quitter, je comprends, quoi. Ouais. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu veux, toi? Enfin, tu vois. Pourquoi tu me dis ça? T'es fraîche ou quoi? Tu vois. Et tu vois, donc il s'installe à la maison quand je tombe malade. Il vivait chez ses parents. Et surtout, donc, il y a un moment où dans son travail, c'est pas la folie. Et donc, en fait, il décide de partir. Il dit, écoute, du coup, je vais arrêter, comme ça, je vais être avec toi, quoi. Donc, il était avec moi. Il était là pour tous mes rendez-vous, pour tous les moments. Et surtout, il était là pour moi, en dehors d'être là pour mes rendez-vous. Alors après, il s'occupait un peu, tu vois, il allait aider à droite, à gauche. On n'était pas non plus H24 ensemble, quoi. Mais t'avais un pilier. Ouais. Franchement, il a été. Et puis Manu, c'est quelqu'un d'une gentillesse, mais genre, c'est la gentillesse. Genre, c'est la définition. Ah, mais je ne connais pas. Il est vraiment. Il a un fond il est vraiment gentil. Ouais. Tu vois, mais. En même temps, t'allais pas dire l'inverse au micro. Je ne dis jamais de mal de Manu, sauf quand il laisse ses chaussettes en boule dans le linge. Voilà, comme ça, tout le monde le sait. Comme ça, tout le monde le sait. Bon, ça, c'est des histoires quand ça fait 7 ans que t'es ensemble. Oui, tu vois, bien voilà. sûr. Mais non, c'est quelqu'un qui est d'une gentillesse et d'une bonté, mais incroyable. Et c'est surtout quelqu'un qui sait se mettre en retrait pour... franchement, il a tout fait pour moi, tu vois. Il a été... j'aurais pas pu rêver mieux, tu vois. Ouais. Et sur ce, on va dire, ce processus de guérison, d'acceptation, donc il y a beaucoup d'amour. Tu nous as aussi dit qu'il y a des gens qui ont brillé par leur absence. Comment toi, tu le vis, tout ce processus? Qu'est-ce que... Tu le disais tout à l'heure, tu as repris un peu plus soin de toi, tu as apprivoisé la maladie, tu l'as acceptée. Comment tu le vis? C'est quoi les étapes par lesquelles tu passes à ce moment-là? Ça va beaucoup mieux. Surtout quand on m'annonce que... En fait, au début, la chimio devait durer plus longtemps que prévu. Et en fait, un jour, le médecin me dit, en fait, c'est la dernière. Ok. Voilà, en fait, il y a une nouvelle étude qui est sortie, je sais pas quoi. On en a parlé en conseil, là. En fait, c'est bon, le dernier contrôle est bien, donc c'est la dernière. Et du coup, je suis en mode trop contente. Et voilà, et ma vie reprend, et je me dis, non, mais trop bien. Là, donc moi, je suis en mode, je vais reprendre le travail. Okay. Et là, elle m'explique que non, je ne vais pas le reprendre tout de suite, parce que il faut que je me refasse une santé, quoi. Ouais. Tu vois, il faut que je me ressente bien, que j'en profite pour prendre du temps pour moi. Donc là, je dis, ok, écoute, ok, donc je prolonge, je crois, de 2 mois. Et en fait, ça va beaucoup mieux parce que je sens que c'est la fin de quelque chose. Et en même temps, au début, tu vois, genre la fin des traitements, pour moi, ça a été horrible. Pourquoi? Parce que quand ça fait 6 mois que tu as un rythme, tu as ton infirmier qui vient tous les matins, parce que j'ai des piqûres, machin à faire. Tel jour, tu as le rendez-vous de ça. Tel jour, tu as le rendez-vous de ça. Là, tu as ça. En fait, tu fais pas rien parce que tu as un rythme médical, on va dire. Et donc, du coup, tu fais du monde parce que tu vas à l'hôpital, tu as l'infirmier, machin, le rendez-vous là, le rendez-vous là. Et là, en fait, du jour au lendemain, tout s'arrête. Donc, en gros, il n'y a plus d'infirmier, il n'y a plus de rendez-vous.
Et genre, je me suis sentie genre... Ça te casse la routine que t'avais, ouais. en fait. Ouais, et le rythme, tout. Et là, en gros, je suis en mode, mais j'ai plus de rythme. Enfin, genre je vais faire quoi? Genre, tu vois, moi, quand j'avais un rendez-vous médical, j'étais en mode, oh, trop bien, je vais revoir elle. Trop cool, machin. Et là, en fait, je me retrouve genre en mode, j'ai plus de rythme. Enfin, genre, c'est fini. Oui. Genre, en même temps, déjà, et en même temps, trop bien. Mais tu vois, enfin, pour moi, le plus dur, ça a été de gérer l'après. Franchement, avec du recul, de gérer ce moment où tout est fini et en fait, waouh, c'est trop bien. Et en même temps, ouais, mais en fait, moi, je m'étais attachée à tous ces gens. Tu vois, genre l'infirmier qui venait le matin, genre, je le kiffais trop. Il restait pas longtemps, il restait 5 minutes, mais genre, c'était 5 minutes de bonheur. Les infirmières, enfin, je sais pas, et là, tu te retrouves en mode, c'est fini. Ok, je fais quoi? Franchement, ça a été dur de me retrouver. Donc, tu es en mode, super, je vais pouvoir retrouver machin, rythme et tout. On est en mois de mai, juin, il fait trop beau. Bah ouais, mais tous mes potes bossent en fait. Donc, la journée, je suis toute seule, quoi. Tu vois. Ah ouais, je me suis sentie en décalage avec tout et tout le monde. Ça a été compliqué. Ça n'a pas duré très longtemps parce qu'après, déjà, il fait beau, donc c'est quand même un peu plus sympa. Ça aide, ouais. Et puis, là, du coup, on se dit avec Manu, tu sais quoi, on va bouger, quoi. Enfin, donc on allait un peu dans le sud. Il ne travaillait pas à ce moment-là, je crois. On a fait des vacances, beaucoup en famille. Elle était là quand même. Et en fait, ça a été... Et ce qui m'a vraiment aidée, c'est la reprise du travail. Parce que ça me redonnait un rythme. Alors, en plus, j'ai un peu repris sans demander rien à personne. En gros, mon arrêt... C'est parce que les médecins ne suivent pas forcément les arrêts à la lettre, tu vois. Enfin, genre, elle se dit pas, son arrêt finit là, elle a une alarme en mode, oh là là, il faut que je la prolonge, tu vois. Et donc là, mon arrêt s'arrête, je colle mes congés à la suite, et je reprends le travail à temps plein, genre direct, tu vois. Et genre, j'avais donc visite médicale et tout. Donc la visite médicale, le médecin, elle est en mode, non, mais vous allez pas reprendre à temps plein, ça va pas, c'est bon, laissez-moi tranquille. Pas de 80%, de 50% de ce que tu veux qu'ils tiennent, je reprends à temps plein. Ah, ok. Bon, par contre, je vous donne rendez-vous. Tous les 15 jours, je devais aller à la visite médicale, tu vois, pour vérifier que tout allait bien. Enfin, bref, elle était en mode hyper prévenante. Tu vois, une femme hyper prévenante, mais clairement, j'avais pas envie de l'écouter, quoi. Et là, ça fait 3 semaines que j'ai repris le travail et j'ai un rendez-vous avec mon hématologue parce que du coup, je suis suivie régulièrement, quoi. Et elle me dit on va commencer à parler de la reprise du travail. Et moi, je dis c'est fait. Ça fait 3 semaines que j'ai repris. Elle me dit, pardon, mais pourquoi? Je dis, oui, en fait, mon arrêt s'est arrêté à mi-juillet. J'ai pris mes congés à la suite. Et puis, j'ai repris il y a 3 semaines, quoi. Ah ouais, sans demander rien. Non, mais quand même, j'étais à la visite médicale. Hein. Enfin, ok. Et ça a l'air d'aller. Ouais, ça va. Bon, ok. Genre, elle s'est dit, putain, c'est une psychopathe jusqu'au bout. Celle-là, elle m'a fait chier pour prendre son arrêt. Mais alors, elle veut absolument travailler, quoi. Mais ça m'a fait trop du bien parce que... J'ai repris un rythme, j'ai refait quelque chose qui me plaisait en plus, mon équipe, reprendre mes automatismes, me ressentir utile. Alors, c'est peut-être pas le mot parce que je fais que du commerce, mais ouais, avoir le sentiment de faire quelque chose de bien et tout, de revoir toutes mes clientes qui pensaient toutes que j'avais eu un bébé, tu vois, parce que les filles, mon équipe, elle leur avait pas dit elle leur disait pas, quoi. Elles savaient pas à quel point. Ça fait bon, vous avez eu un bébé. C'est vrai que ça a duré 9 mois, mais ce n'était pas ça. Mais du coup, tu leur disais ou tu... Ouais, je leur disais. Alors, les clientes avec qui j'étais très proche, et il y en avait quelques-unes, et ouais, je leur disais, non, c'est pas tout à fait ça, j'ai été un peu malade. Et puis après, en fonction de l'intérêt qu'elles avaient, je développais un peu ou pas, quoi. Mais, et puis du coup, dans ces moments-là, t'as toujours un... Ah bah oui, ma mère aussi, elle a ça, machin. Et ça engageait la discussion. Ça touche énormément de personnes. C'est un peu, pour le coup, l'idée du podcast, c'est que ça touche énormément de personnes, sauf qu'on en parle assez peu. Bien sûr. Et c'est cool que tu t'acceptes, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont écouter et qui se disent je pensais pas qu'on pouvait vivre comme ça. Ou quoi. Ok. Donc, on comprend bien que le boulot, pour toi, c'est un peu important. Ça a vraiment été ton rythme. Aujourd'hui, c'est quoi le regard que tu portes sur cette période de ta vie? Alors déjà, c'est le début de mon histoire avec Manu. Donc déjà, beaucoup d'amour aussi parce que là, ça fait 7 ans qu'on est ensemble et c'est Manu, quoi, tu vois. Et je me dis, ça fait partie de notre histoire, quoi. En fait, s'il n'y avait pas eu ça, notre histoire, elle serait peut-être pas ce qu'elle est aujourd'hui.
Et en fait, ça nous a vraiment, dès le début, on est devenus ultra fusionnels et ultra complices. Et enfin, du coup, en fait, elle fait tellement ce moment-là fait tellement partie de notre histoire que, en fait, pour moi, c'est hyper important. Et je me dis que si on ne l'avait pas vécu, alors je suis persuadée qu'on serait toujours ensemble parce que c'est Manu, tu vois. Ouais. Mais notre histoire serait peut-être pas ce qu'elle est aujourd'hui, tu vois. Sûr. Et donc déjà ça. Et vous en reparlez aujourd'hui de cette période avec Manu ? Ouais, bien sûr. On en reparle souvent. Alors, on n'en reparle pas souvent non plus, mais Manu est très à fleur de peau sur ce sujet parce que sa sœur aussi sort d'un cancer du sein, elle. Où là, c'est la fin, mais du coup, ça l'affecte beaucoup et il a l'impression que sa mère aussi a eu un autre cancer. Mais et en fait, il me dit, mais toutes les femmes autour de moi qui ont un cancer, genre en mode, genre c'est de sa faute, je me dis, qu'est-ce que tu veux, rien à voir, tu vois. Et Manu est très émotif sur ça. Okay. Enfin, vraiment, dès qu'il y a un film qui parle de ça, il a sa petite larme, il est ému. Manu est très émotif sur ça. Moi, moins, sauf quand j'ai ce moment où je me retrace ce que j'ai vécu, et je me dis, mais waouh! Enfin, tu l'as vécu, tu l'as combattu, et bien, enfin, tu vois, j'ai pas eu le sentiment d'avoir des moments non plus, il y a des moments compliqués, mais j'ai eu l'impression de pas me laisser abattre, et je me dis, mais waouh, enfin, genre franchement, presque un peu de fierté, tu vois, en mode, je suis quelqu'un, quoi. Soubatra, qu'on a entendu dans l'épisode précédent, sur un autre sujet évidemment, mais qui a eu aussi un cancer, elle nous dit que ça a été quasiment salvateur pour elle, presque pas le meilleur moment de sa vie, mais en tout cas le début d'une nouvelle vie. Toi, c'est quoi le regard ? C'est quelque chose d'aussi fort ? Moi, je dis souvent cette phrase, mais je souhaite à tout le monde de vivre un moment comme ça. Alors, je souhaite à personne d'être malade, bien évidemment. Mais en fait, ça a été un moment... Moi, je me suis arrêtée 7 mois. Mais c'est 7 mois où, en fait, tu es focalisé sur toi. Donc, déjà, t'apprends à te connaître. À 24 ans, en tout cas, j'avais pas appris à me connaître, tu vois. T'apprends à te connaître. T'apprends à vivre avec toi. T'apprends tellement sur toi. Et surtout, t'as quand même 7 mois, ou plus ou moins en fonction des personnes, mais t'as quand même ce moment où, en fait, tu ne penses qu'à toi. Genre, tu es ton centre du monde. Ouais. Et en fait, de pouvoir se focaliser sur soi, de vraiment réfléchir à qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui me fait du bien, ça, oui. Enfin, et franchement, je souhaite parce que ça n'arrive presque pas dans une vie. Les seuls moments pour une femme, à part une grossesse, où tu t'arrêtes, où tu mets ta vie un peu entre pareilles, mais encore, tu le fais pour quelqu'un d'autre. C'est ça, tu le fais pas pour toi. Là, t'as un moment où, en fait, tu ne vis que pour toi. Ouais. Et en fait, moi, ça a été hyper constructeur pour moi parce que je pense que j'ai beaucoup changé. Ouais. Mon petit frère, l'autre jour, il m'a dit quelque chose, il m'a fait pleurer, cet idiot, tu vois. Enfin, il m'a dit, mais franchement, avant la maladie, il m'a dit, mais t'étais d'un égocentrisme. Ok. Genre en mode, il m'a dit, c'était toi ou toi, quoi. Ouais. Et il me dit, et franchement, moi, depuis la maladie, j'ai vraiment senti un avant-après, genre, t'es devenu... en paix, quoi. Genre, aujourd'hui, je me sens vraiment bien avec moi. Alors, bon, il y a toujours des trucs qui m'énervent, tu vois, mais je me sens en paix avec moi, avec ce que je suis, ce que j'ai envie d'être. Et je vois pas trop quelle autre expérience aurait pu m'apporter ça. Alors, mais il faut qu'il y ait un truc où tu as un moment où tu es du temps que pour toi et pas, je te parle pas de 15 jours de vacances, tu vois. Là, ça a été vraiment une expérience où j'ai beaucoup appris sur moi Mais ouais, moi, je le dis souvent, je souhaite à tout le monde de vivre une expérience comme ça. Vraiment. C'est un vrai message d'espoir parce que, évidemment, pendant le moment, tu l'as dit tout à l'heure, il y a eu des hauts et des bas et des moments compliqués à vivre. Sûr. Mais le regard que tu poses quelques années après est hyper positif. Ah ouais. Donc, c'est un vrai message d'espoir s'il y a des gens qui sont dans cette phase, dans ce bas. Le temps fait son œuvre. Ouais, évidemment, je suis hyper convaincu de ça. Mais je pense qu'il faut tout le temps faire confiance au temps qui fait son œuvre. Après, il y a une vraie constante aussi, c'est que tu as été hyper entouré. Et je pense que ça fait la différence aussi pour passer à autre chose et arriver à en faire une force. Et justement, si tu devais donner un conseil aujourd'hui à quelqu'un qui peut-être traverse cette épreuve ou une autre épreuve, ça serait quoi ? Franchement, il faut s'écouter. Alors, c'est tellement... Enfin, moi, je l'ai souvent entendu cette phrase, mais écoutez-vous. Qu'est-ce qu'elle veut, elle ? Tu vois, genre en mode... c'est une phrase qui paraît tellement bateau, mais qu'en fait, qui prend tout son sens parce qu'il faut savoir
prendre son temps, prendre son rythme, savoir de quoi on a envie, de quoi on est capable. Donc vraiment, à part s'écouter et se faire confiance, clairement, genre en mode... je pense que aujourd'hui, pour moi, n'importe quelle épreuve qui arrive, rien ne me fait peur, tu vois. Ouais. Et je sais que d'une manière ou d'une autre, et que toutes les épreuves que la vie peut dresser devant toi, ça va être compliqué. Ouais, tu vas en chier. Et ce sera peut-être pas fun sur le moment. Hein. Mais en vrai, tout passe, tu vois. Et voilà. Je pense s'écouter, se faire confiance. Ok. Ok. Je suis évidemment d'accord avec ce conseil. Mais encore une fois, ça paraît tellement bateau dit comme ça. C'est vrai, mais... Ça prend tellement tout son sens quand tu le vis. Ça fait partie de ces phrases bateau, mais effectivement, quand tu le vis, tu te rends compte que c'est vrai, et du coup, tu te retrouves toi-même à dire cette phrase bateau aux autres. Je pense qu'on gagnerait énormément à arriver à en prendre conscience, même sans difficulté. Bien sûr. Et en même temps, je pense qu'il n'y a que la difficulté qui nous amène à penser ça. Clairement. Donc, ok. Est-ce que tu as une ressource que tu pourrais partager, que ce soit un livre, une vidéo ou quelque chose qui t'a... Alors, moi, c'était un compte sur les réseaux sociaux. Okay. Qui m'a fait prendre conscience de plein de choses. Alors, ça a un peu changé aujourd'hui, mais à l'époque, c'était le compte des Frangines. Okay. Donc, c'est la nana qui a créé la prothèse capillaire que j'ai achetée. Elle s'appelle Julie. Je la connais pas du tout. Hein. Je la connais que par ses réseaux sociaux. Mais déjà, la nana, elle a un parcours de vie incroyable. Enfin, en gros, elle a eu un cancer du sein. Et en fait, justement, la perruque qu'elle avait achetée, elle l'a gênée. Enfin, bref. Et en fait, elle a créé la perruque pour elle. Et elle en a fait un business. Et en fait, moi, au moment où j'étais malade, c'était au début de la création de son business. Mais elle partageait beaucoup de choses sur la maladie, sur son vécu. Aujourd'hui, elle est guérie, elle a une petite fille, donc son compte est complètement différent. Mais moi, à l'époque, en fait, de découvrir ce compte, parce que c'est par ce compte que j'ai découvert qu'il y avait plein d'autres nanas ou de mecs, hein, mais c'est beaucoup des nanas qui partagent sur la maladie, en tout cas. En fait, de voir qu'il y avait d'autres comptes, en fait, c'était des messages d'espoir et je me disais, elle a fait ça, incroyable. Ok. Voilà, donc, beaucoup de comptes sur les réseaux sociaux, je les ai pas en tête, mais hashtag cancer, il y a plein de choses. Il y en a plein. Ouais. Ok, ça marche. Écoute, Jennifer, merci pour ton partage. C'était vraiment chouette. Je pense que tu as un vrai message plein d'espoir pour des gens qui peuvent vivre ce que tu as vécu. Et c'est assez cool de se dire que les réseaux sociaux t'ont aidé, donné de l'espoir et qu'aujourd'hui tu partages ton histoire. Merci pour ta confiance, en tout cas, et à très bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Histoire Kintsugi en entier. Si la discussion vous a plu, inscrivez-vous pour ne pas rater les prochaines histoires, partagez-la à 3 personnes autour de vous et mettez une note de 5 étoiles avec un commentaire pour m'aider à faire connaître ce podcast. Et puis si vous connaissez quelqu'un qui pourrait partager son histoire, vous pouvez m'écrire sur le compte Instagram du podcast, histoire_kintsugi, ou par mail à l'adresse thibaut@histoire-kintsugi.fr. Merci pour votre écoute, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle histoire.